Merci beaucoup Sej Balé, ancien Premier ministre de Tunisie. Merci de vous être fait le porte-voix de ce qu'on peut dire nos inquiétudes, nos frustrations, nos préoccupations, mais aussi de nos blessures. Quand vous avez parlé de CECA, le marché commun, donc le succès avec Adenauer et le général de Gaulle, ça nous a rappelé l'immense blessure du déficit de l'UMA qui est en train de retarder cette région et qui risque de nous ramener dans toute la région avec les problèmes de Libye au point de non-retour s'il n'y a pas une résurgence du bon sens et s'il n'y a pas une autre... je rappelle à ces Jebali que le 6 mai, il y aura les élections municipales en Tunisie et que la Tunisie a lancé aujourd'hui une levée de fonds de 850 millions de dollars. Tout à l'heure, Sebakoli parlait de restaurer la dynamique de confiance. C'est très, très difficile quand on est dans ces pays en tension de restaurer cette dynamique de confiance avec ce qui s'est passé récemment, la démission de Chadli Ayari de la Banque centrale et avec tous les soubresauts qui se passent avec l'Union européenne. Merci beaucoup, Sijabali. Justement, à propos de lever des fonds, je voudrais inviter c'est Mohamed Kitani. C'est Mohamed Kitani qui est président directeur général de l'une des plus importantes banques du Maroc. Il est ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, de Paris. Je voudrais juste dire un mot pour aller vite, parce que malheureusement, il nous faut gérer le temps. Tijari Wafa Bank a été élue récemment à New York, meilleure banque privée au Maroc, pour l'année 2018. C'est un titre qui a été remis par le magazine, un prestigieux magazine Global Finance, lors de la dernière cérémonie de World Best Private Bank Awards, consécration pour la qualité des produits et des services. Juste dire un mot, le formidable travail d'accélération de cette logique internationale africaine Tijari Wafa Bank avec la fusion au Sénégal, la reprise de la BIM société du Mali, l'implantation d'une filiale, une autre filiale au Mali, au Niger, récemment en Égypte, qui fait de Tijari Wafa Bank le 8e rang des banques africaines. C'est ça? Je me trompe pas, 8e rang des africaines. Merci beaucoup. La 4e maintenant? Ah, déjà en un an. C'est bon de pouvoir le spécifier. Merci beaucoup, Sektani. Vous aussi, un agenda très fort. Merci d'être avec nous ce matin. On vous écoute avec intérêt. Merci, Madame Farida Mouha, pour cette publicité, un titre gracieux. Honorable assistance, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter Mustafa Mteish, président de l'association centrale Supélec, d'avoir réussi l'organisation de cette édition, ainsi que les organisateurs. Et nous sommes fiers, en tant que groupe Tijari Wafa Bank, d'être le partenaire depuis la première édition à la 6e aujourd'hui, de ce genre de manifestation. Et doublement fier parce que le groupe Tijari Wafa Bank bénéficie aussi de cadres dirigeants de très grande valeur de Centrale Supélec et qui contribuent au quotidien au développement de notre groupe. Je vous félicite aussi pour le choix éminemment pertinent de la thématique de l'industrialisation de l'Afrique. J'ai préparé un discours, mais compte tenu du timing, je souhaite interagir de manière spontanée pour vous apporter l'éclairage du point de vue d'une banque qui est sur le terrain au quotidien, qui travaille et qui essaie d'apporter des solutions aux entrepreneurs africains pour initier des projets dans le secteur de l'industrie. Éminemment important parce que, monsieur le chef, l'ancien chef du gouvernement de la Tunisie l'a rappelé, c'est que nous avons 12 millions de nos enfants qui arrivent chaque année sur le terrain de l'emploi. Et si on n'y prend pas garde, cet atout formidable qui manque cruellement au vieux continent qui est au nord de la Méditerranée, manque cruellement, cet atout peut devenir un grand handicap, et même, je dirais, pire qu'un grand handicap. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui que sans l'industrialisation, nous ne pouvons pas apporter une solution idoine à nos jeunes enfants, d'autant plus que quand on voit les stratégies des talent passports qui sont en train d'être développées par un certain nombre de pays avancés, nous sommes en train d'être siphonnés
parce que la meilleure de notre élite aujourd'hui rejoint les pays développés, et pas plus tard que ce matin, je disais à Simtaïch, il y a une tension sur le marché aujourd'hui des informaticiens, des mathématiciens, des spécialistes de bases de données, de la robotisation, de la commande numérique, qu'aujourd'hui une inflation au niveau des salaires, et contrairement au discours politique qui est prôné dans tous les sommets, notamment ceux du G20, où tout le monde se mobilise pour participer au développement de notre continent, on vient scier l'arbre sur laquelle on est assis, c'est-à-dire prendre en masse une jeunesse bien formés par l'argent des contribuables africains et qui sont siphonnés pour rejoindre donc les pays développés. Et ça, c'est une problématique cruciale parce que parler de l'industrie et de l'industrialisation, je crois que tous les rapports, c'est pas la peine, j'avais préparé tout un discours structuré sur les diagnostics élaborés par les organisations internationales, multilatérales, les Nations Unies, les commissions spécialisées de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, etc. Tout le monde fait un excellent diagnostic de la situation. Mais quid des recommandations? Quid des politiques publiques qui doivent se mettre en phase avec les attentes des populations et avec les attentes de notre continent, justement, pour saisir les opportunités de cette révolution industrielle 4.0, parce qu'on n'est pas dans l'obligation d'emprunter les mêmes choix, les mêmes modèles de développement de notre industrie au niveau du continent africain que celle qui a cheminé tout au long du 19e et du 20e siècle. Au contraire, c'est une source extraordinaire pour nous, pour revoir les politiques de formation et de qualification de notre capital humain. Moi, je me pose toujours la question, et je pose la question aux présidents de nos universités, pourquoi on continue à produire des futurs chômeurs? Parce qu'ils sont complètement en déconnexion par rapport au marché de l'emploi. Aujourd'hui, les contribuables donc mobilisent beaucoup d'argent. Les budgets des États du continent africain continuent à engloutir une masse importante de capitaux pour finalement disponibiliser une ressource humaine qui ne correspond pas aux besoins du secteur privé. L'industrialisation, je tiens à le dire, c'est une heureuse coïncidence. On est en train d'organiser notre 6e forum Afrique Développement. Les 5 premières éditions ont mobilisé pratiquement une dizaine de milliers d'opérateurs économiques africains et internationaux qui s'intéressent aux problèmes du développement au niveau de notre continent africain. Et nous sommes en train, on va lancer le 5e livre blanc. Et on va faire la synthèse des 5 livres blancs depuis la première édition à la date d'aujourd'hui. Et je vois que finalement, c'est pratiquement les mêmes recommandations. On a parlé d'électrification, d'agriculture, d'urbanisation et des technologies de l'information. L'électrification, comment on peut adopter une politique d'industrialisation d'un pays où il y a des coupures électriques 6 à 7 fois dans la journée. Vous ne pouvez pas attirer un investisseur, que ce soit un investisseur national ou international, parce que les ruptures de chaîne, nous le savons tous, nous sommes de formation ingénieur, les ruptures de chaîne coûtent très très cher. Donc, l'électrification, c'est quelque chose de primordial pour parler d'industrialisation de notre continent africain. Mais aussi les infrastructures de base, les routes, les capacités de logistique, les ports, les aéroports, les zones industrielles intelligentes, tout ça fait que, aujourd'hui, quand on analyse les stratégies sectorielles menées par un certain nombre de pays, il y a une trentaine de pays qui ont des stratégies très claires, qui sont bien définies, très bien marketées sur le plan documentaire. Mais la problématique aujourd'hui, c'est la mise en œuvre et la capacité à déployer rapidement, parce que c'est ce qui nous permet justement de rattraper les retards. Donc il est primordial, avant tout, de résorber les déficits en infrastructure, de disponibiliser les capacités de production. Mais au-delà de tout ça, je crois l'élément fondamental qu'on oublie,
parce qu'on n'est pas seul sur cette terre, le continent africain. Un investisseur, aujourd'hui, quand il décide d'entreprendre, nous-mêmes, nous sommes investisseurs au niveau du continent africain. Sur les 12 dernières années, on a acquis 16 banques dans 16 pays africains. Et je peux vous dire qu'en matière d'analyse, nous avons un rationnel. On démarre par la stabilité politique et sociale, l'état de droit, le doing business, le classement dans le doing business et le rating de Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Et n'importe quel investisseur normalement constitué, qu'il soit petit, moyen ou grand, démarre par ce tableau de bord avant de prendre une décision. Donc il y a une course contre le temps aujourd'hui pour gravir les échelons sur tous les systèmes de notation, sur tous les systèmes de rating. Donc cela nécessite une accélération de l'institutionnalisation des pays, parce que la stabilité sociale, la stabilité politique est nécessaire, mais la stabilité aussi institutionnelle, parce que les investisseurs demandent à voir clair, à lire, avant d'entreprendre l'acte d'investissement. Et vient aussi la problématique du capital humain dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des qualifications. Nous formons insuffisamment d'ingénieurs, insuffisamment de cadres intermédiaires dignes de ce nom. Et il n'y a qu'à voir les CV aujourd'hui qui circulent sur la toile au niveau des demandes d'emploi. On a l'impression que la planète va se transformer uniquement en simple vendeur. L'écrasante majorité de nos jeunes, c'est le marketing, c'est les techniques de vente, c'est le commerce, et très très peu donc de formation technique, de formation qui anticipe l'avenir. Aujourd'hui, vous cherchez des analystes de données, vous cherchez des urbanistes, des architectes au niveau du système d'information, vous cherchez des développeurs, des codeurs, on ne les trouve pas, on les trouve à la loupe. Et là, c'est un marché extraordinairement important, c'est les politiques publiques, parce que ça, ce n'est pas le secteur privé qui va le définir. Le secteur privé peut être impliqué dans la réflexion, peut être une force de proposition, mais les politiques publiques doivent être très claires en la matière, de définir les avantages compétitifs pays par pays, la complémentarité, et puis il faut raisonner collectif. Moi, je vois très très mal comment le continent africain, avec 54 pays, puisse réellement prospérer s'il n'y a pas des blocs régionaux puissants et intégrés. Les blocs régionaux puissants et intégrés vers une Afrique totalement intégrée, où on ne parlera que d'une seule voix. Tant qu'on n'a pas ça, je ne crois pas qu'on facilitera le sentier de la construction d'une industrialisation qui permet de fixer l'essentiel des chaînes de valeur au niveau de notre continent africain. Sur le plan des flux de financement, quand on comptabilise toutes les intentions des différents sommets internationaux qui se réunissent sur l'Afrique, ou sur des blocs régionaux continentaux, ou pays par pays dans les approches bilatérales, quand on agrège l'ensemble des intentions de financement et la réalité au quotidien, il y a un décalage monstre entre les intentions, les annonces qui alimentent les médias internationaux et la réalité du terrain. Donc l'Afrique ne peut compter que sur elle-même. Et c'est pourquoi un réseau bancaire comme le nôtre, on est dans une course de bancarisation, parce qu'il faut être très proche. Les banques internationales, avec tout le respect que je leur dois, au niveau de notre continent africain, opèrent depuis 150 ans, mais ils se sont intéressés aux multinationales, aux grands groupes locaux et à la bourgeoisie nationale pour développer le private banking et le corporate banking, mais les PME, les TPE, les classes moyennes, c'est les parents pauvres du secteur bancaire. Et c'est pourquoi on est allé vers des investissements massifs pour capillariser le continent africain. Et les banques panafricaines sont en train d'enclencher ce mouvement durant les 15 dernières années, parce qu'il faut être très proche des TPE, des PME, des classes moyennes, etc., et mobiliser cette épargne dormante. Cette épargne, mais il n'y a pas que le secteur bancaire, il faut aussi interpeller les maisons d'assurance, les maisons de prévoyance, parce que l'Afrique a besoin aussi de mobiliser les parlangues. Les parlangues parce que nous sommes devant une problématique
de risque de transformation en tant que banque commerciale, où la ressource que nous collectons est une ressource à court terme, alors que les besoins du continent sont des besoins de développement en infrastructure à très long terme. Et c'est comme ça qu'en nous organisant sur le plan institutionnel, en mettant en place un cadre et une lisibilité sur le plan légal, juridique, institutionnel, clair et stable, nous pouvons attirer, mobiliser l'épargne en devise internationale, mais aussi l'épargne en monnaie locale pour résorber ce déficit en infrastructure qui est vital et nécessaire pour l'industrialisation de notre continent. Donc, les banques apportent des solutions. Je peux vous dire que les banques apportent des solutions, mais les banques à elles seules, dans des schémas conventionnels traditionnels, sont insuffisants. Donc, ça nous amène à innover. Et je crois que le continent africain, au niveau de ses entrepreneurs, au-delà de l'accès au financement, il a besoin d'accompagnement. L'entrepreneur manque d'informations. Il faut qu'on lui facilite l'accès à l'information. Beaucoup de pays offrent des avantages extraordinaires dans les industries manufacturières. Mais vous faites un échantillonnage au niveau des jeunes qui sortent des écoles, des universités ou des salariés qui ont une perspective de prise de risque, très peu parmi eux sont au courant de ce qu'offre leur pays en termes de subventions, en termes de facilités, etc. Donc il y a un effort, alors que nous sommes dans un univers de la toile où l'information est disponible instantanément sur son smartphone. Mais quand vous faites des analyses et des sondages au niveau du terrain, le premier point qui sort, c'est le manque d'information. Donc comment résorber ce déficit de la communication de l'information utile, mais aussi l'accompagnement pendant les phases les plus critiques. Et moi, je crois beaucoup dans l'accompagnement des très petites entreprises et des PME parce que c'est elles qui vont construire cette industrie de notre continent africain. Et je vous remercie.